hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Est-ce que vous reconnaissez ce bruit? C'est le bruit de peaux de raisin séchées. Des peaux de raisin qui vont servir à fabriquer le bracelet de la montre ID Genève. Une montre à nul autre pareille, puisqu'elle vise à avoir une empreinte écologique minimale et pour cela réinvente la façon de produire dans le secteur de l'horlogerie. Bienvenue dans le podcast 2040 JV. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de vous parler d'économie circulaire, un monde en plein essor qui a le potentiel de transformer la façon dont nous pensons, fabriquons et achetons les objets de notre quotidien pour ne plus épuiser la planète. Ce voyage, nous le ferons en compagnie de Nicolas Freudiger, un entrepreneur passionné et passionnant qui nous parlera de l'aventure d'ID Genève. En fait, quand on lance une marque, on la lance en décembre 2020, on s'est dit mais on a une responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui d'inclure ces thématiques, le luxe et le beau, mais là on voulait vraiment amener le bon aussi. Nous voyagerons également avec Dunia Brunner, chercheuse à l'Université de Lausanne, qui a publié fin 2023 le livre « L'économie circulaire, agir pour une Suisse durable ». Et comme toujours, nous terminerons par un voyage dans le futur. Nous irons explorer à quoi ressemblera l'entrepreneuriat circulaire en 2040. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arrivons à Genève sur la voie 3. Sortez s'il vous plaît à gauche dans le sens de la marche. Ce train continue à destination de Genève à rebord. Pour aller à la rencontre de Nicolas Freudiger, je vous emmène à Genève, au cœur du quartier Saint-Gervais. Quand on arrive dans le bâtiment, on est saisi par les effluves d'épices qui viennent du traiteur au bas de l'immeuble. Ça sent l'Orient. Et au 5e étage, on arrive devant la porte d'ID Watches. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Très bien. Je vous présente Gianni. Bonjour. Enchanté, Gianni. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors moi je suis responsable du coup de tout ce qui est sales et business development chez ID Genève. Donc là, je suis dans le local de ID Genève. On entend le bruit des voitures et des ambulances à l'extérieur. C'est très convivial avec un sofa aussi et des plantes dans le coin. Et puis ici, Nicolas Freudiger, on a plein de matériaux. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ici, un peu, c'est le test ultime de la traçabilité. C'est vraiment d'avoir en face de vous les matériaux, les intrants du produit, finalement, qu'on vous présente sous la forme très brute. Là, on a vraiment, par exemple, un disque d'acier, donc 44-41. Donc ça, il est vraiment découpé et compacté pour le transport. Ça, ce qui est ensuite refondu avec le four solaire. Le marc de vin, donc on peut toucher ces peaux de raisin qui ont été séchées, qui vont être ensuite broyées et utilisées pour la production des bracelets. Puis ici, donc là, on a les packaging. Vous avez le packaging en algues, qui a même une odeur. Alors ça va être très dur de la retransmettre dans le podcast, mais voilà, qui a une odeur et qui va être dissoluble dans l'eau en quelques heures. Et puis vous pouvez l'utiliser après pour arroser vos plantes. C'est toujours la matière première qu'on met en avant. Et finalement, le pouvoir de cette matière première, le pouvoir des algues, le pouvoir du mycélium, c'est assez incroyable. C'est ça qui nous fascine. Nicolas Freudiger, qu'est-ce qui vous a donné envie de fabriquer des montres? Ça remonte à très longtemps. C'est avec mon cofondateur Cédric qui, à 14 ans, a commencé son apprentissage chez Vacheron Constantin. Puis à 15 ans, on était vraiment en train de couper de l'herbe l'été pour gagner un peu d'argent de poche. Puis on s'est dit vraiment, on veut créer une marque de montres. Et à cette époque-là, justement, on se disait déjà, on souhaite être significatif aux yeux de toute cette industrie magnifique qu'est le Swiss Made.
Vous auriez pu créer des montres comme tout le monde. Qu'est-ce qui vous a amené à créer des montres circulaires et durables? On est un peu plus âgé maintenant, aujourd'hui, avec ce recul, au final, on est arrivé sur cette évidence que, en fait, quand on lance une marque, on la lance en décembre 2020, on s'est dit, mais on a une responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, d'inclure ces thématiques, le luxe et le beau, mais là, on voulait vraiment amener le bon aussi. On s'est dit, mais il faut qu'on crée une identité. Donc le terme d'idée vient de ce terme d'identité. Pas juste une marque, en fait. C'est pour ça que le nom d'Idée Genève est très fort. Et cette identité, comment est-ce que vous la définiriez? C'est l'économie circulaire, c'est l'écosystème, c'est nos convictions personnelles. Il faut se confier à ces convictions personnelles et vraiment, il faut les tenir en haute estime. Et voilà, pour nous, c'est les circuits courts, c'est ce changement de narratif du luxe où on peut vraiment intégrer la notion de déchet. Moi, je parle même plus du mot déchet, mais je parle de ce surplus. Et comment on utilise tout le pouvoir du Swissmade, le pouvoir du luxe pour transformer ce narratif et rendre ça encore plus désirable. Au niveau des enjeux environnementaux, quelle a été pour vous l'origine de la prise de conscience? Il faut qu'on reste on est très authentique dans ma réponse. J'ai envie de dire que c'était pas tout de suite le cas. Moi, quand je suis sorti de mon université, je voulais vraiment avoir une carrière corporate. Alors, j'ai adoré ces années-là. J'ai fait 4 ans chez Coca-Cola Suisse, à Zurich. Par contre, voilà, je me posais vraiment la question de mon impact quotidien. À certains moments, j'arrive à gagner bien ma vie. Et c'est là que vraiment commence ce questionnement. Et quel est mon impact quotidien sur une société dans laquelle je vis, dans laquelle je participe? Si on regarde concrètement vos montres, qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est circulaire dans vos montres? Donc moi j'ai démissionné en 2019, je raconte un peu aussi le contexte. Et on a commencé par 1 an vraiment où on a vraiment fait des recherches, on a fait vraiment beaucoup d'interviews d'experts, on est passé par des déchetteries en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en France, pour vraiment poser la question aux déchetteries, comment est-ce qu'elles travaillent, comment est-ce qu'elles traitent ce déchet. Et ensuite, on a rencontré Panatter, qui est notre fournisseur pour la boîte dans le Jura. Et ça, c'était une première initiative, c'est qu'on en a travaillé pour avoir cet acier 100% recyclé. Là, on arrive justement à pas utiliser d'extraction minière. Donc, Panatter, il réutilise des matériaux déjà existants, il les trouve où? Il les trouve à Reconvilier, dans une déchetterie où justement qui est un partenaire finalement d'une marque de luxe. Et dans cette déchetterie, vraiment, la qualité 4441, qui est la Rolls-Royce de l'acier inoxydable, est isolée et justement ensuite est vraiment stockée. Puis ensuite, on va vraiment recycler ça dans un rayon de 200 km pour avoir cet acier qui a un impact 10 fois plus faible que le standard de l'industrie 4441. Et puis au niveau de la mécanique, vous avez aussi travaillé différemment? Alors voilà, on a toute une ribambelle d'initiatives circulaires autour de la montre, autour du produit. On a des mouvements qui sont donc des mouvements automatiques certifiés reconditionnés, donc non neufs, issus de stocks d'invendus. On a des bracelets en marc de vin, on a des bracelets en déchets verts, où l'idée c'est ici, on a ce lab à Genève qui nous permet vraiment de tester et co-développer des nouveaux matériaux. On a des packaging en mycélium, donc champignons, et en algues, avec la start-up par exemple Noteplat à Londres, avec laquelle on a développé le premier packaging en algues qui va se dissoudre dans l'eau en quelques heures et que vous pourrez utiliser pour arroser vos plantes avec justement cette richesse, parce que l'algue finalement, contrairement au plastique, l'algue elle est là depuis des millions d'années et la terre sait recycler, sait la digérer, on va dire, contrairement au plastique. Donc voilà, on a un combat pour le plastique, contre le plastique. Vous investissez beaucoup dans la recherche de nouveaux produits et vous, en plus, sourcez de manière très locale. Ce qui veut dire que vos coûts de production sont élevés par rapport à des acteurs qui font fabriquer les choses en Chine. Comment vous vous en sortez? On est vraiment très alignés avec nos convictions personnelles. Ça veut dire pour nous, les circuits courts, c'est quelque chose de très cohérent, de ne pas faire venir en avion, par exemple, des aiguilles, et vraiment d'utiliser un travail local. Comme j'ai dit depuis le début, on sait qu'on a levé des fonds. Aujourd'hui, on est en train de surinvestir dans la marque. On ne cherche pas forcément une profitabilité, une marge
d'écraser nos marges. Je pense qu'on est aussi très transparent. Cette transparence nous permet ensuite de venir avec cette transparence envers notre consommateur, donc notre communauté, et aussi nos clients. C'est-à-dire vraiment, maintenant on a des partenaires avec Watches of Switzerland, à Londres et à New York. On va ouvrir d'autres marchés. Et finalement, d'être transparent, ça montre finalement qu'on a des marges qui sont raisonnables. Maintenant, à long terme, on se concentre aussi sur l'outil de production suisse. Comment est-ce qu'on fait aussi pour garder un outil de production valide en Suisse ? Et ça, c'est notre combat et nos fournisseurs le comprennent aussi. Et on va monter en volume. Aujourd'hui, on a 1000 pièces par année en 2024, ce qui est déjà beaucoup pour nous. mais voilà, on va augmenter en volume aussi, ça c'est l'objectif. Donc tout est, on va dire, planifié. On n'est pas en train d'improviser. Je pense depuis le début, depuis décembre 2020, au financement participatif sur We Make It, qui était un succès, on savait déjà vers quoi on tendait, quelle quantité, quel segment de prix et quelle levée de fonds aussi on aimerait faire. Et dans cette aventure entrepreneuriale, vous avez beaucoup de succès, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ce roller coaster, comme ils disent à l'américain. Non, je pense qu'il y a des hauts et des bas. Je pense que heureusement qu'on est trois dans l'aventure. Je pense qu'on ne l'aurait jamais fait tout seul, tous les trois, et on est très contents de se retrouver à la fin de la journée avec une bière. Je pense dans les difficultés, c'est toujours, encore une fois, c'est de pas non plus trop, je dirais, théoriser le produit. On remarque que finalement, l'esthétique fait beaucoup, que l'émotionnel fait beaucoup. On est dans une industrie artistique. On vient avec un concept d'économie circulaire en opposition. Et voilà, et toujours se mettre vraiment, en fait, à la bonne échelle. Et puis, voilà, l'économie circulaire, il n'y a pas encore tout le monde qui sait ce que c'est, qui sait comment le définir, qui sait quelles implications ça a. Est-ce que on parle de recyclage? Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et ça, c'est un des plus gros challenges. Je pense que ça va être aussi de comment on rend ça encore plus désirable et qu'on le mette en pratique sur d'autres industries finalement. On ne va pas sauver la planète avec une montre, il faut être très clair. Mais est-ce qu'on ne peut pas en faire un autre symbole qu'aujourd'hui le symbole social de réussite? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser et en faire un autre symbole plus positif qui vraiment serait tourné vers plutôt le côté éco que égo finalement? Et ce récit, porter une montre ID Watches, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est porter ses convictions au poignet. Pour nous, le mot conviction, il est très fort. C'est vraiment ce que vous avez, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire vraiment s'il y a un tremblement de terre, si le monde part en feu, c'est vos convictions, c'est ce qui reste. C'est une nouvelle identité du luxe. C'est vraiment comment on considère un produit. On respecte la tradition horlogère. Vraiment, on est sur un produit aussi fait par des artisans horlogers en Suisse. Mais voilà, avec ce côté, on peut valoriser des déchets, transformer ce narratif du luxe. Et en 2024, arrêter de dire que les diamants miniers sont les meilleurs amis des femmes. Je pense que c'est un narratif du luxe qui a été inscrit. Mais ne jamais oublier qu'il a été inscrit depuis une centaine d'années. On n'est pas non plus sur des millénaires où on considère ça, donc je pense qu'on peut les changer, on peut changer ces narratifs. Dunia Brunner, bonjour. Bonjour. En quoi est-ce que le projet ID Watches est un projet d'économie circulaire ? Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment un exemple, une démarche qui est réfléchie et qui a été pensée déjà en amont avec de l'éco-conception et une vraie volonté de réfléchir à la circularité des matériaux. Par exemple, on a ce boîtier en acier inoxydable qui est à 100% recyclé. Donc là, il y a vraiment une volonté d'utiliser des matières premières qu'on appelle secondaires, c'est-à-dire issues du recyclage, pour produire des nouveaux objets. Donc ça évite l'extraction de ressources, de matières premières, qui est une des bases aussi de l'économie circulaire, c'est de minimiser l'utilisation de nouvelles ressources. Vraiment une réflexion qui va jusqu'au bout aussi en pensant à l'emballage. Et puis la question de la traçabilité, ou en tout cas de la transparence des coûts, c'est aussi en termes de plus de plancher social et de circularité presque des flux d'argent, en tout cas de savoir où va l'argent. C'est aussi une composante qui me paraît très intéressante. Au fond,
On a vu un exemple avec ID Watches, mais comment est-ce que vous définissez l'économie circulaire ? L'idée de l'économie circulaire, c'est vraiment, pour le dire simplement, de minimiser le gaspillage des ressources, de la matière et de l'énergie. Et pour minimiser ce gaspillage, il y a tout un questionnement sur déjà en fait, réduire la quantité de matière qu'on utilise. Donc ça implique aussi de repenser nos besoins. Ensuite, il faut réparer, allonger la durée de vie, donc entretenir, réparer, puis recycler. Donc ça, en fait, l'économie circulaire, il y a ces différentes stratégies qui permettent de la mettre en œuvre. Après, pour dire qu'une entreprise est circulaire ou pas, là, c'est un peu plus difficile. En théorie, une entreprise qui serait circulaire, qui serait parfaitement circulaire, ce qui n'est pas possible au vu de la thermodynamique, ce serait de dire elle n'utilise pas de nouvelles ressources et elle crée 0 déchet. Quand vous dites qu'une entreprise n'utilise pas de nouvelles ressources, qu'est-ce que c'est ces ressources ? Toute l'extraction de matières premières, parce que c'est des ressources qui ne sont pas renouvelables et qui ne sont pas infinies et dont l'extraction surtout génère beaucoup d'impacts environnementaux, par exemple en termes de CO2, d'impact sur la biodiversité. Je veux dire, derrière chaque objet, il y a de la matière, il y a des métaux, il y a différents matériaux. Et puis ceux-ci, il faut qu'on en prenne soin. Et donc, si ces matériaux sont déjà en circulation, donc on a déjà plein d'objets où il y a des matériaux dedans. Et l'idée de l'économie circulaire, c'est de garder ces matériaux en circulation le plus longtemps possible pour éviter de devoir créer de nouvelles mines à exploiter. Et puis pour les matériaux qui sont renouvelables, c'est de, entre guillemets, si on pense aux arbres, il ne faut pas en couper plus que ce qu'on a le temps d'en replanter. Et puis vous parlez aussi de la notion de besoin, que dans l'économie circulaire, on repense aussi les besoins avant de se mettre à produire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce que ça signifie ? Ça serait de dire, en fait, quels sont les problèmes sociétaux ou environnementaux auxquels on fait face ? Et puis, est-ce que mon produit ou est-ce que le service que je mets à disposition permet de répondre à ces besoins ? Plutôt que d'inventer quelque chose et puis ensuite se dire comment on va faire du marketing pour faire en sorte que les gens pensent en avoir besoin. C'est toute la différence entre les needs et les satisfiers, les besoins et les manières de les satisfaire. On a tous des besoins fondamentaux, mais après il y a aussi plusieurs manières d'y répondre. Et puis le rôle d'une entreprise ou d'un nouveau produit, ça serait justement d'essayer d'amener des nouvelles manières de satisfaire des besoins déjà existants et des besoins fondamentaux, et pas forcément de créer des nouveaux besoins qui n'en sont pas. Et pour un entrepreneur, quel serait un premier pas à faire si il a envie de devenir plus durable et de contribuer à une économie circulaire ? Il y a plein d'étapes et plein d'échelles possibles à laquelle mener cette réflexion. La plus fondamentale, c'est de se questionner sur son produit ou sur son service. Est-ce qu'il répond vraiment à un besoin sociétal ? Ou est-ce qu'en fait, il faudrait peut-être qu'il fasse autre chose ou qu'il développe des nouveaux produits, des nouveaux services ? Ensuite, la deuxième chose, c'est d'essayer de réfléchir à tous les matériaux, à tout le cycle de vie de son produit, en amont, donc auprès de qui il se fournit, quels sont les matériaux qu'il utilise, est-ce qu'il y a moyen de mieux sourcer ces matériaux, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser des matériaux alternatifs qui seraient plus durables ou qui seront plus facilement recyclés. Après, il y a toute la question justement de l'éco-conception, donc les matériaux en font partie, mais essayer vraiment de penser le produit pour qu'il puisse être facilement réparé, qu'il puisse être recyclé à la fin aussi. Donc il y a toute la question de la démontabilité, de la séparabilité, donc pour que s'il y a une des composantes de son objet qui est défectueuse, que ça puisse facilement être changé. De mettre en place peut-être aussi des services de réparation, de mettre à disposition les pièces de rechange, éventuellement de mettre à disposition aussi les plans en open source, réfléchir à son modèle d'affaires, il y a plein de pas qui peuvent être faits. Quand on vous entend, on se dit que c'est quand même très concret comme réflexion. Et pourtant, aujourd'hui, des grands producteurs, pensant juste à nos iPhones, font exactement le contraire. Chaque année, ils sortent un nouveau produit pour qu'on achète un nouveau téléphone. Comment vous voyez cette évolution ? Est-ce que vous êtes quand même un peu optimiste ? Alors, ça dépend beaucoup des jours. Je pense que ce qui manque aussi, à mon sens, c'est un signal politique clair. Alors, on a vraiment l'accord de Paris, etc. On a compris qu'on allait devoir sortir du fossile. Il y a l'objectif zéro net 2050. Donc, je pense que les entreprises, elles savent quand même qu'on va vers ces changements. Mais on a l'impression que ça reste encore loin, 2050. Et il faudrait vraiment un signal politique clair avec des trajectoires et des courbes de transformation où les entreprises sont tenues de réduire chaque année.
Dunia Brunner nous explique que pour bâtir une économie circulaire, nous devons repenser nos besoins et notre façon d'utiliser les matières premières. La logique semble simple. Pourtant, en Suisse, seulement 10 à 12% des entreprises ont amorcé des actions qui vont dans ce sens. Alors, comment accélérer cette transformation ? Pour en savoir plus, j'ai fait un voyage en 2040. Imaginez que le changement a eu lieu, que durant 16 ans, l'économie s'est transformée suite notamment à des mesures politiques et économiques ambitieuses. J'ai retrouvé Dunia Brunner le 2 juillet 2040 par téléphone pour en parler. 2040, j'y vais. Dunia Brunner, hier il y a eu la remise du prix de la ville circulaire à Lausanne. Et puis vous m'avez raconté avant l'entretien que la soirée était festive, qu'elle a été jusque tard dans la nuit. Quel est le discours qui vous a le plus marqué à cette soirée ? Oui, donc un des discours qui m'a beaucoup marqué, c'est celui du syndic qui était très fier que Lausanne ait rempli ses objectifs de circularité et d'avoir une empreinte matérielle vraiment réduite. Et pendant des années, les discours, ça a toujours été la croissance économique. Et là, ça fait quelques années maintenant, mais j'ai trouvé que c'était un beau discours de dire que Lausanne avait rempli ses objectifs d'empreinte matérielle qui correspond à la courbe de descente qui avait été prévue. Et puis, ils sont fiers de remplir leurs objectifs environnementaux. Et ça, c'est quand même une belle transformation qui m'a rendue très contente. Et ce prix récompense notamment la ville de Lausanne pour son soutien aux entreprises circulaires. Quelles sont les nouvelles entreprises qui se sont développées ces dernières années ? Les entreprises ne sont pas forcément circulaires en elles-mêmes, ce qui voudrait dire qu'elles produisent presque autant de matériaux et d'énergie que ce qu'elles consomment. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces entreprises, elles s'intègrent dans un écosystème pour rendre le territoire plus circulaire. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'occupent de la logistique, du lavage des contenants, de la distribution, pour que tout le centre-ville puisse être achalandé en biens de consommation, mais sans emballage à usage unique. La totalité de la distribution se fait par mobilité douce et électrique au centre-ville. Et puis, il y a beaucoup de petites entreprises aussi d'artisanat, de réparation qui sont énormément développées. Et puis, il y a aussi certains spécialistes du réaménagement, de la construction écologique qui ont pris leur quartier dans le canton de Vaud. Et puis au niveau des mentalités, qu'est-ce qui a principalement changé dans la mentalité des entrepreneurs et peut-être aussi dans l'enseignement finalement des business schools ? Alors je pense qu'il y a vraiment deux points principaux qui peuvent résumer le tout. D'une part, de vraiment mettre l'économie au service de la société qui s'intègre dans les limites planétaires. Et puis, c'est corollaire à ça, mais vraiment une pensée sur le plus long terme. Donc, d'arrêter de réfléchir à la rentabilité sur des temps très courts, annuels, ou voire même pour le trading à haute fréquence ou à la microseconde, mais vraiment de penser sur 50 ans et de s'intégrer, d'avoir en fait des modèles d'affaires et des produits qui font sens sur une société à long terme. Dunia Brunner, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans ce premier podcast sur l'économie circulaire, nous avons rencontré Nicolas Freudiger, qui démontre avec les montres ID Genève que la beauté et la circularité peuvent aller de pair. Au fond, chaque produit que nous utilisons peut être repensé et fabriqué à partir de déchets, de matériaux recyclés, recyclables ou compostables. Cela demande cependant un esprit d'innovation et de l'investissement dans la recherche et le développement. Pour soutenir les entrepreneurs dans ce changement de cap, des incubateurs et des réseaux d'échange sont nécessaires, mais aussi du soutien politique, comme l'a souligné Dunia Brunner. Dans son livre « L'économie circulaire », Agir pour une Suisse durable, elle propose d'ailleurs une série de mesures au niveau communal, cantonal et fédéral pour accélérer cette transition. Et si le sujet vous intéresse, vous trouverez également des liens et des références pour aller plus loin sur notre site www.hubdespossibles.org/podcast.
J'espère que ce premier épisode sur l'économie circulaire a stimulé votre envie d'agir. Et je vous retrouve dans 3 semaines pour un prochain épisode où nous explorerons la logique de louer plutôt que d'acheter, avec François Pugliese, directeur des Liolites. Au revoir.